Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous commençons avec le point info du jour. Les législateurs s'opposent farouchement au plan famille américaine que Biden a dévoilé dans son premier grand discours. Mais avant cela, quelques nouvelles. Un nouvel arrêt de la Cour suprême qui fait froncer les sourcils. La question de savoir si les immigrants illégaux peuvent rester aux États-Unis ou être expulsés. La Cour suprême s'est rangée du côté d'un immigrant illégal qui soutenait qu'il ne devait pas être expulsé parce que ses papiers officiels étaient incomplets. Le ressortissant guatémaltèque a commis le délit de conduite sans permis. Il est entré aux États-Unis en 2005 et a maintenant 3 jeunes enfants qui sont tous citoyens américains. Pour éviter de briser des familles, les autorités peuvent annuler l'expulsion si un immigrant a vécu aux États-Unis pendant 10 ans. Mais il y a un hic, le gouvernement peut arrêter l'horloge en envoyant un avis de comparution en vertu de la loi de 1996 sur la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants. L'immigrant a fait valoir qu'il devait être en mesure de rester puisque le gouvernement avait envoyé plusieurs documents au lieu d'un seul document spécifique contenant toutes les informations. Il semble que la Haute Cour soit d'accord avec ce positionnement. Les juges conservateurs ont été divisés de manière égale dans le vote de 6-3. Le juge Neil Gorsuch a déclaré, je cite, « À un certain niveau, le différend d'aujourd'hui peut sembler sémantique, centré sur un seul mot, un document ou plusieurs documents. Mais les mots sont la façon dont la loi contraint le pouvoir. » Le juge Brett Kavanaugh n'est pas d'accord, il a déclaré, je cite, « Je trouve la conclusion de la Cour plutôt perplexe en matière d'interprétation de la loi et de bon sens. » Ajoutant que l'homme a bien reçu toutes les informations requises, il a poursuivi en disant que cette interprétation engendre une litanie d'absurdités qui imposera des coûts et des charges substantielles au système d'immigration. Le ministère de la Justice met fin aux limites imposées par Trump. Pour les subventions accordées aux villes sanctuaires, la politique de 2007 avait coupé des centaines de millions de dollars de financement aux villes qui ne coopéraient pas pleinement avec les agents d'immigration américains. L'ancien procureur général Jeff Sessions avait déclaré que le financement du gouvernement était subordonné à l'autorisation donnée aux autorités de s'enquérir du statut d'immigration des personnes incarcérées. Les États et les villes ont critiqué ces dernières décisions. Au cœur du problème se trouve la question de savoir si le ministère de la Justice avait le pouvoir de conditionner les subventions au respect des règles d'immigration, mais l'administration Biden a demandé à la Cour suprême de rejeter toutes les affaires en cours. Et nous passons maintenant au dernier plan de dépenses de plusieurs milliards de dollars de Biden, le plan pour les familles américaines. Que contient-il exactement ? Biden a présenté un nouveau plan pour les familles américaines de 1,8 trillion de dollars lors de son discours au Congrès mercredi soir. Il s'agit de la deuxième proposition de dépenses géante de Biden en un mois après son plan d'infrastructure de 2000 milliards de dollars. Son plan pour les familles américaines affecte les fonds fédéraux et les programmes d'aide sociaux. Elle comprend 534 milliards de dollars pour la gratuité des collèges communautaires, la maternelle et pour aider les familles à payer la garde d'enfants, 200 milliards de dollars pour 4 années supplémentaires d'enseignement public, 2 années d'école maternelle universelle pour les enfants de 3 à 4 ans financés par les contribuables, 109 milliards de dollars sont consacrés à 2 années de community college. Les étudiants peuvent le faire sur une période de 3 ans. Dans la déclaration de la Maison-Blanche, il est dit, je cite, « Investir dans l'éducation est un acompte sur l'avenir de l'Amérique ». Fin de citation. La déclaration poursuit en disant « 12 ans ne suffisent pas aujourd'hui ». C'est pourquoi dans ce plan, il y aura maintenant une école maternelle universitaire pour les enfants de 3 et 4 ans. 39 milliards de dollars vont aux Historical Black College and University, au Tribal College and University et aux Minority Serving Institutions pour offrir 2 années de scolarité subventionnées aux étudiants issus de familles gagnant moins de 125 000 dollars par an et inscrits dans des programmes de 4 ans. 5 milliards de dollars supplémentaires sont consacrés à l'extension des aides existantes à ces établissements. 2 milliards de dollars supplémentaires sont consacrés à la constitution d'un vivier de travailleurs qualifiés dans le domaine de la santé, titulaires de diplômes de 2e cycle, 80 millions de dollars pour augmenter les bourses d'études pour les étudiants à faible revenu. Elles seraient augmentées de 1 400 dollars pour atteindre un total de 7 745 dollars.
62 milliards de dollars sont destinés à des stratégies visant à renforcer les taux d'achèvement et de rétention dans les collèges communautaires qui accueillent un grand nombre d'étudiants à faible revenu. 225 milliards de dollars pour les congés payés, soit environ l'équivalent en temps d'une décennie, 12 semaines de congés payés pour des raisons parentales, familiales, personnelles ou de sécurité d'ici la 10e année du programme. À partir de la première année, les travailleurs bénéficient de 3 jours de congé de deuil par an. Le programme offrirait également aux travailleurs un minimum de 2/3 de leur salaire hebdomadaire moyen, pouvant aller jusqu'à 4 000 $ par mois. Ce pourcentage passerait à 80% pour la cohorte des salaires les plus bas. Dans le cadre de la réforme des services de garde d'enfants, 225 milliards de dollars sont investis dans les centres et les prestations de services de garde d'enfants et les employés participants recevront un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Il y a aussi un programme de repas nutritionnels pour les enfants. 45 milliards de dollars seront consacrés à l'élargissement de l'accès aux repas nutritionnels pour les enfants. Le programme comprend également 17 milliards de dollars pour rembourser un pourcentage plus élevé de repas étudiants pour un programme CEP, ce qui inclut 1 milliard de dollars pour rembourser les écoles qui adoptent une norme nutritionnelle plus saine. Et il supprimerait les obstacles qui empêchent les personnes condamnées pour un crime lié à la drogue d'obtenir des prestations du programme supplémentaire Nutrition Assistance. 9 milliards de dollars sont consacrés à la formation des enseignants et au renforcement de leur diversité, et aucun coût fixe consacré à la réforme de l'assurance chômage. Si le plan prévoit des réductions d'impôts pour les familles à faible revenu, il sera financé par l'imposition des riches. Les riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros, verront leurs impôts passer de 37 à 39,6%. Le taux d'imposition des plus-values passerait également de 20% à 39,6%. Les fiches d'information de la Maison-Blanche préconisent de faire en sorte que les riches payent ce qu'ils doivent. M. Biden prévoit d'y parvenir en donnant plus de moyens à l'IRS pour sévir contre les fraudeurs fiscaux. Pendant ce temps, 200 milliards de dollars sont destinés à rendre permanents les crédits d'impôt sur les primes de la loi sur les soins abordables. Il s'agit également de prolonger le crédit d'impôt pour enfants jusqu'en 2025, de rendre permanente l'extension du crédit d'impôt sur le revenu gagné et d'augmenter de façon permanente le crédit d'impôt pour les soins aux enfants et aux personnes dépendantes. En vertu de ce crédit, les familles gagnant moins de 125 000 $ par an peuvent obtenir un remboursement de 50%. Quant à l'assurance chômage, le plan prévoit d'ajuster automatiquement la durée et le montant des prestations d'assurance chômage que les travailleurs peuvent recevoir en fonction des conditions économiques. Jusqu'à présent, peu de détails sur ce projet. L'administration dit qu'elle travaille avec le Congrès sur ce sujet. Affaire à suivre. Et le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, n'a pas tardé à déclarer, je cite, « Le président a adopté le programme de la gauche radicale visant à contrôler tous les aspects de votre vie. Les républicains travailleront avec tout le monde pour construire l'Amérique, mais nous ne pouvons pas taxer et dépenser pour nous sortir de nos problèmes. Nous ne resterons pas sans rien faire alors qu'ils nous mènent sur la voie du socialisme. » M. Carty a poursuivi en qualifiant M. Biden d'appât pour avoir promis le bipartisme en gouvernant comme un socialiste. Il a dit, je cite, « Le président Biden a abandonné sa promesse de gouverner avec le bipartisme dès le premier jour et il s'est engagé à mettre en œuvre un programme socialiste d'extrême gauche. Cela n'est pas passé inaperçu auprès du public américain puisque 60% d'entre eux ont récemment déclaré vouloir que Biden s'en tienne à la promesse de travailler avec les républicains pour faire avancer les choses. » Cette déclaration a fait référence à un sondage récent de Washington Post selon lequel 60% des Américains estiment que M. Biden devrait essayer d'obtenir l'adhésion des républicains à ses propositions en y apportant des changements majeurs. McCarthy s'est insurgé contre ce qu'il a appelé le radicalisme solitaire de M. Biden. McConnell a déclaré « Le président a parlé d'une solidarité tout en faisant une liste d'achats de plusieurs trillions de dollars qui n'était ni conçu ni destiné à obtenir l'adhésion des deux partis. Un plan pour donner à Washington encore plus d'argent et encore plus de pouvoir pour micro-gérer les familles américaines et construire un pays que les élites libérales veulent au lieu de l'avenir que les Américains veulent. » De son côté, le sénateur Ted Cruz a pris Twitter pour qualifier les plans de Biden de vision radicale pour notre pays qui transformerait le rêve américain en cauchemar américain.
Mais les républicains ne sont pas les seuls à s'insurger. Le démocrate Jon Tester a déclaré que les objectifs sont bons, mais il s'est demandé si le montant total était nécessaire à la lumière des mesures d'aide massives déjà adoptées. Selon Bloomberg, il a déclaré « Nous devons examiner comment cela s'articule avec les enveloppes précédentes, s'il y a un chevauchement et si ces chevauchements ont été pris en compte ». Et le sénateur Joe Manchin a soulevé le problème du prix en déclarant mercredi aux journalistes que le plan représente beaucoup d'argent et que cela peut vous mettre mal à l'aise. Il s'est ensuite interrogé sur l'ampleur de l'endettement supplémentaire du pays en disant « Nous sommes actuellement endettés à 28,2 billions de dollars ». Il y a un équilibre à trouver et nous devons le trouver. M. Manchin est considéré comme le vote décisif dans un Sénat divisé en deux parties égales. Et parmi les critiques les plus sévères du nouveau plan de Biden, le sénateur Tim Scott, qui a donné la réponse officielle du GOP après la session commune, Scott a dit aux Américains que le succès ne vient pas du gouvernement mais du peuple. Il a déclaré « Notre meilleur avenir ne viendra pas des combines de Washington ou des rêves socialistes, il viendra de vous, le peuple américain. Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes une famille, nous sommes tous dans le même bateau et nous avons le droit de vivre dans le meilleur pays du monde. » Scott a souligné que la beauté du rêve américain est que les familles peuvent le définir elles-mêmes. Et nous passons à l'État du Soleil où la Chambre des représentants de Floride vient d'adopter 2 projets de loi soutenus par les républicains. L'un se concentre sur l'intégrité des élections, l'autre se bat contre la censure des big tech. Le projet de loi sur l'intégrité des élections exigera une forme plus stricte de vérification des signatures des électeurs et les demandes annuelles pour les bulletins de vote par correspondance. Il exigera également la surveillance des urnes et limitera le nombre de personnes pouvant renvoyer le bulletin de vote par correspondance terminé. Les républicains de Floride affirment qu'elle protégera la sécurité des élections, mais les démocrates s'y opposent, disant que le projet de loi fait partie d'un plus grand complot pour supprimer les électeurs. Le projet de loi contre la censure des big tech a également rencontré une certaine résistance. Mais les républicains ont déclaré qu'il s'agit de protéger la parole des Floridiens qui sont confrontés à la censure en ligne. Tad Altman, représentant républicain de l'État, a déclaré « Si vous votez contre ce projet de loi, vous votez contre la liberté d'expression, vous votez contre l'égalité de protection, vous votez pour la censure », ajoutant « Des personnes mal intentionnées tentent de faire taire notre voix ». Le projet de loi prévoit une amende de 250 000 $ par jour pour les entreprises qui agissent de la sorte. Les 2 projets de loi ont été amendés et sont maintenant sur le chemin du retour au Sénat pour un vote final. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.